Bien. Eh ben, bonjour à tous. Je vais commencer par me présenter. Catherine Fayard, je suis, consultante en développement professionnel à l'APEC et je vais, faire un petit message d'introduction et je laisserai, la parole ensuite, à Julie Houpert et à Dimitri Noël, que vous ici présents, de Transition Pro Grand Est. Je voulais tout d'abord, vous remercier pour votre, présence à notre événement. Oser la reconversion professionnelle. Hem, je vais introduire rapidement ce webinaire en expliquant la genèse de cet événement. L'APEC et Transition Pro Grand Est collaborent déjà depuis de nombreuses années pour faciliter d'une part l'accès à l'information sur l'ensemble des dispositifs d'accompagnement et de financement pour les bénéficiaires et notamment les bénéficiaires de nos services APEC, c'est-à-dire nos bénéficiaires cadres. On a eu divers échanges autour du conseil en évolution professionnelle et aussi autour de situations individuelles complexes, hein, qui nécessitent notamment d'obtenir des informations complémentaires ou des solutions adaptées à chacun. Et lors de ces échanges, nous avons évoqué la possibilité de mettre en place un événement qui viendrait informer l'ensemble des cadres des dispositifs favorisant les transitions professionnelles. D'où l'idée de cet événement Oser la reconversion professionnelle avec les dispositifs de transition pro Grand Est. Cet événement s'adresse aux cadres en activité, bien sûr, mais pas seulement. Il s'adresse aussi aux futurs cadres. Il paraît essentiel aujourd'hui de maîtriser l'ensemble des dispositifs pour pouvoir les mobiliser au moment où on en a le plus besoin. Je vais maintenant laisser la parole à Julie Houpert et à Dimitri Noël. Je vais les laisser se présenter et surtout présenter l'ensemble des dispositifs proposés par Transition Pro Grand Est. Je vous laisse la parole, Julie, Dimitri. Merci Catherine. Donc, comme Catherine vient de le dire, je suis Julie Houpert, je suis responsable de développement chez Transition Pro Grand Est. Et Dimitri Noël, chargé de projet suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle en Grand Est. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir sur ce webinaire. Alors, on est tous, chacun, derrière nos écrans. Par contre, on a envie que ce webinaire soit quand même interactif. N'hésitez pas à utiliser le chat qui se trouve sur votre droite pour poser des questions. Alors, si on ne répond pas tout de suite, sachez que on a en visibilité l'ensemble de vos questions. On prendra le temps de répondre à chacune autant qu'on le peut, en tout cas. On va vous présenter également l'ensemble des dispositifs et sachez que ce webinaire, si vous ne pouvez pas le suivre jusqu'au bout ou si des personnes sont intéressées pour le revoir, il y aura un replay. Ce webinaire est enregistré et vous aurez accès au replay également sur la communauté apprenante de l'APEC. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est que très rapidement, en quelques mots, on vous présente Transition Pro Grand Est et ensuite, on ira dans le vif du sujet et présenter l'ensemble des dispositifs que nous portons. Donc, en 3 mots, qui sommes-nous ? Transition Pro, depuis le 1er janvier 2020, est devenu l'acteur référent des transitions professionnelles sur la région Grand Est. Aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs et nous sommes également un organisme paritaire. On va garantir le traitement transparent de l'ensemble des demandes qui sont faites au niveau des projets de transition professionnelle chez nous. Nous avons une gouvernance qui est composée de représentations syndicales, que ce soit de la partie employé ou employeur, et on fonctionne avec des fonds de l'État, la dotation de France Compétences, notamment concernant le financement des projets de transition professionnelle, mais également une dotation du FNE Formation sur le dispositif Transition collective que l'on vous présentera tout à l'heure. On assure aujourd'hui des grandes missions. La première de nos missions, c'est bien sûr une mission de financement sur le projet sur le projet PTP, le projet de transition professionnelle, qui permet à tout salarié de changer de métier tout en restant rémunéré à son initiative. Je me permets quand même de préciser, tout salarié du secteur privé. Nous avons également une mission
qui est celle d'attester le caractère réel et sérieux de l'ensemble des projets dans le cadre du dispositif démissionnaire, qui est un dispositif qui va permettre à des personnes de démissionner pour mettre en place un projet. Je laisserai effectivement Dimitri vous en dire un peu plus concernant le projet démissionnaire, mais une fois que l'attestation que je vous ai citée tout de suite est fournie par Transition Pro, il va permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de ces indemnités à l'assurance chômage et à la mise en œuvre de son projet. Donc, Transition Pro a également une mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle en Grand Est. On a une logique de collaboration avec l'ensemble des acteurs du conseil en évolution pro, notamment l'APEC pour le public cadre, le réseau EVA pour le public salarié de façon mixte, Pôle emploi pour les demandeurs d'emploi, mais également les missions locales pour les moins de 26 ans ou Cap emploi pour les personnes qui rencontreraient une situation de handicap. On assure également un rôle qui consiste à assurer la qualité des formations que l'on va financer, s'assurer qu'elles répondent bien aux exigences de qualité. On a également une dernière mission qui est celle d'analyse des besoins en emploi et compétences sur le territoire. Donc, pour finir, on a eu un dernier dispositif à animer depuis peu, ça va faire 1 an maintenant, qui est le dispositif de transition collective qu'on vous présentera également lors des différentes présentations. Voilà, donc en gros, Transition Pro aujourd'hui, c'est un financeur, mais c'est aussi un acteur qui est en partenariat avec l'ensemble de l'écosystème qui va permettre la mise en place des transitions professionnelles, pour qu'on passe d'un projet à une réalité. Donc là, je vais passer la main à Dimitri pour pouvoir aller un peu plus dans le vif du sujet. Alors, on va à présent aborder les 2 dispositifs qui sont au cœur, au centre des activités de Transition Pro Grand Est. Je vous propose qu'on démarre par le premier dispositif qui est le projet de transition professionnelle, qu'on puisse voir ensemble de quoi il s'agit, pour quelle situation il peut être pertinent d'avoir recours au projet de transition professionnelle, et puis de rentrer aussi dans des détails techniques sur le fonctionnement du dispositif lui-même. Et quand je parle de fonctionnement, j'entends la question financière, du financement. Donc, le projet de transition professionnelle, de quoi s'agit-il? Alors, déjà, il faut savoir qu'on va avoir certains critères pour prétendre à la mobilisation d'un projet de transition professionnelle, donc du PTP. Julie vous l'a dit juste avant, il s'agit d'un dispositif qui s'adresse à des actifs du secteur privé, que ce soit en CDI, en CDD, pour les intérimaires, voire même pour des intermittents du spectacle. Et on verra un petit peu après que le contrat doit, dans tous les cas, être actif au moment où on formule sa demande de financement dans le cadre d'un PTP, sachant que pour les contrats courts, la formation, par contre, peut démarrer après le contrat. Et ça, on le rentrera dans le détail un peu plus après. On va avoir également des conditions d'ancienneté professionnelle. Il faut réunir un certain nombre de critères d'expérience, de durée d'expérience professionnelle pour pouvoir prétendre à ce dispositif. Ensuite, on va avoir des critères qui sont plus des critères qu'on peut appeler des critères de recevabilité de la demande. Si vous êtes bien en activité, en CDI, CDD, intérimaire ou intermittent du spectacle et que vous remplissez les conditions, ça veut dire que dans l'absolu, vous pouvez formuler une demande. Après, on va avoir un regard sur la nature de la demande que vous allez pouvoir faire. Et à ce niveau-là, les critères de recevabilité concernent déjà en premier lieu la certification que vous allez choisir. Par là, on va entendre que la certification doit obligatoirement être inscrite au RNCP. Donc le RNCP, si vous ne le savez pas déjà, c'est un répertoire d'État national, donc le répertoire national des certifications professionnelles. Donc ça recense toutes les formations qui sont reconnues par l'État et qui vous permettent d'acquérir un niveau de qualification reconnu. Donc, il y a un site internet, RNCP, qui est accessible au grand public, sur lequel on peut accéder à un moteur de recherche où on peut aller rechercher des formations par mots-clés qui sont inscrites. Après, si vous avez un doute sur le choix de la formation que vous faites,
Pour savoir si la formation est bien inscrite au RNCP ou pas, il suffit de poser la question à l'organisme de formation qui généralement est le mieux placé pour savoir si c'est bien le cas ou non. À côté de RNCP, vous le voyez à l'écran, on a aussi inscrit RS, parce qu'en fait, dans ce répertoire national, il y a à la fois un répertoire national de l'ensemble des certifications, mais il y a aussi ce qu'on appelle un répertoire spécifique. Alors, le répertoire spécifique, il s'agit non pas forcément de formations qui vous délivrent un diplôme, mais qui peuvent, par exemple, vous délivrer une habilitation qui est indispensable à l'exercice d'un métier. Si je veux demain intervenir sur des lignes électriques à haute tension, il va me falloir une habilitation spécifique pour le faire, et cette habilitation est inscrite au répertoire spécifique, sans pour autant qu'on soit sur ce qu'on appelle en tant que tel un diplôme, comme un CAP, un bac ou un BTS. Au-delà de ça, la formation, l'organisme de formation doit avoir été labellisé entre guillemets Calliope, donc répondre à des exigences qualité, et la formation doit être inscrite au CPF, alors généralement au compte personnel de formation. Généralement, les formations qui sont inscrites au RNCP le sont également sur le CPF. Par contre, l'inverse n'est pas forcément vrai. Il peut y avoir des formations qui sont inscrites au CPF, mais non pas au RNCP. Ensuite, en termes de projet, il faut obligatoirement, dans le cadre d'un PTP, qu'on soit sur un changement de métier avéré. Donc, si on est sur un plombier qui veut devenir boulanger, si on est manager dans la logistique et que demain on veut devenir ébéniste, là on va bien être sur un changement de métier complet. Ensuite, il y a aussi une étape à prévoir pour que le PTP puisse être mis en œuvre. Si la formation se déroule sur le temps de travail, il sera nécessaire de formuler une demande d'autorisation d'absence. Ça, on reviendra sur ce sujet dans les autres slides, les autres points de présentation qui vont venir. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans le détail encore sur ce dispositif, on parlait donc de conditions d'ancienneté. Vous les avez à l'écran. Donc, il y a des conditions spécifiques pour des salariés en CDI, pour les salariés en CDD. Donc, pour les CDI, il faut avoir travaillé 24 mois au cours de sa vie en qualité de salarié. Et il faut être présent dans l'entreprise qui vous emploie actuellement depuis 12 mois au minimum. Pour les salariés en CDD, on retrouve la même condition de 24 mois, donc de 2 ans d'activité cumulée. Cette fois, ce n'est pas au cours de toute sa vie, mais au cours des 5 dernières années avant la demande qu'on formule. Et on n'est plus sur 12 mois d'ancienneté dans l'entreprise, mais 4 mois de CDD qui peuvent être consécutifs ou non. Donc on peut cumuler plusieurs CDD dans plusieurs entreprises différentes pour qu'au total, on arrive à ce cumul de 4 mois de CDD. Et comme je le mentionnais un peu avant, pour les salariés en CDD, il faut que la demande soit faite alors qu'on est encore en cours de contrat, sachant que la formation peut débuter au plus tard 6 mois après la fin du dernier contrat CDD qu'on aura réalisé. Un point de détail important, il n'y a pas d'ancienneté minimale requise pour les salariés qui ont une situation de handicap avérée, reconnue. Voilà déjà pour les conditions d'ancienneté CDI et CDD. Ensuite, on va avoir des conditions spécifiques. Alors, ça ne s'affiche pas encore à l'écran, mais vous allez les avoir. Voilà. On va avoir d'autres conditions spécifiques. On parlait de la demande d'autorisation d'absence à l'employeur. Donc, pour les salariés qui sont en CDD, si la formation ne débute pas durant son contrat, il est inutile de formuler une demande d'absence à son employeur. Si par contre la formation se déroule alors que le contrat CDD est encore en cours, qu'il n'est pas encore terminé, il faudra formuler une demande à l'employeur. Pour les salariés en CDI, nécessairement, il va y avoir une demande écrite à l'employeur à faire pour formuler sa demande d'autorisation d'absence. Comme je le précisais, c'est uniquement si la formation aussi se déroule sur votre temps de travail, en totalité ou en partie. Si la formation se déroule en totalité en dehors de votre temps de travail, que vous soyez en CDD ou en CDI, là, il est inutile de parler de demande d'autorisation d'absence à l'employeur.
Il va y avoir des délais à respecter dans les deux cas, dans le cas où on doit formuler une demande d'autorisation d'absence. Vous les avez à l'écran. Pour une formation qui dure 6 mois ou plus, il faudra formuler sa demande 120 jours avant le début de la formation, donc 4 mois avant. Si la formation fait moins de 6 mois, à ce moment-là, la demande d'autorisation d'absence peut être faite seulement 2 mois avant le début de la formation. C'est quelque chose qui doit s'anticiper, la mise en œuvre du PTP, à partir du moment où il y a ce délai de prévenance côté employeur pour obtenir son autorisation d'absence. Alors, je profite peut-être du changement de slide simplement pour vous rappeler que vous avez le chat à votre disposition. N'hésitez pas si toutefois des questions venaient à arriver suite à la présentation qu'on est en train de vous faire. Je leur donne la main, excuse-moi. Oui, alors, toujours concernant cette demande d'autorisation d'absence, l'employeur va avoir 3 options. Si tout va bien, il vous autorise à partir en formation. À ce moment-là, soit vous formule directement son accord, à savoir qu'on parle aussi d'une notion d'accord tacite. Si dans le délai de 30 jours suite à la réception de votre demande d'autorisation d'absence, l'employeur ne réagit pas, ne donne pas de réponse, on considère qu'il s'agit d'un accord tacite. Il peut y avoir un refus de l'employeur, mais seulement si la demande d'absence a été réalisée hors délai, donc si vous ne respectez pas le délai de 4 mois ou 2 mois avant en fonction de la durée de votre formation, ou si l'ancienneté dans l'entreprise est insuffisante. Si ça fait 6 mois que vous êtes en CDI dans l'entreprise, techniquement, l'employeur peut refuser votre demande d'absence. Dans le cas où vous avez bien respecté les délais pour prévenir votre demande, vous avez formuler votre demande, que vous avez l'ancienneté suffisante pour le faire, l'employeur autorise ou peut reporter votre départ en formation. Il peut faire ça seulement une seule fois et il peut le faire s'il estime que votre absence aux dates demandées peuvent avoir un impact sur la bonne marche de l'entreprise. Ou parce qu'il y a déjà trop de salariés absents et qu'il va être difficile de faire tourner l'entreprise si plus personne n'est là pour le faire, tout simplement. Alors, la durée maximum de report pour l'employeur, c'est 9 mois, et les 9 mois de report sont à compter à la date envisagée de départ en formation. Ce n'est pas par rapport à la date à laquelle vous formulerez votre demande, mais bien par rapport à la date à laquelle vous envisagiez de partir en formation. Donc, pour prendre un exemple, si vous demandez aujourd'hui une autorisation d'absence pour une entrée en formation en septembre prochain et que l'employeur estime que ça peut avoir des conséquences préjudiciables sur la bonne marche de l'entreprise, s'il reporte, c'est 9 mois à compter de septembre, donc à compter de la date à laquelle vous auriez souhaité partir. Voilà pour les conditions concernant l'autorisation d'absence. Alors, il y a juste une question de Christophe, oui, peut-être, qui dit « Bonjour, si j'ai bien compris, ce dispositif ne s'adresse pas aux demandeurs d'emploi ». Alors, effectivement, c'est la condition pour le projet de transition professionnelle va toujours être d'avoir un contrat actif, en tout cas au moment où on formule la demande. Donc, après, ça suppose que demain, bien sûr, on le souhaite, votre situation change. Vous trouvez un contrat en CDI, en CDD ou en intérimaire, ou voire même en intermittent du spectacle, et bien, à partir de là, vous saurez que vous aurez cette possibilité-là qui peut aussi être un moyen de sécuriser, par exemple, un parcours. Donc, en termes de démarche, il y a un délai aussi de traitement de la demande par nos services, bien entendu. Donc, il va y avoir un délai à respecter pour déposer son dossier. Alors, quand je dis déposer un dossier, aujourd'hui, tout se fait de manière dématérialisée depuis le site Transition Pro Grand Est, où en fait, on crée son espace personnel et on peut constituer directement depuis le site internet, depuis un espace sécurisé, son dossier sans passer par un format papier. Donc, vous avez à l'écran le calendrier. Et si je reprends un exemple, en gros, on estime que l'idéal est de déposer son dossier 3 mois avant la date d'entrée en formation auprès de nos services. Donc, si je prends un exemple, pour une rentrée en formation en septembre 2022, il faudrait que le dossier soit déposé complet au 1er juin 2022 pour qu'il puisse être étudié en commission à la commission de juillet, que vous puissiez avoir une réponse
dans la deuxième moitié du mois de juillet pour pouvoir rentrer en formation ensuite en septembre. Voilà, donc ce calendrier-là, vous le retrouverez également sur le site Transition Pro Grand Est ou voire même directement sur votre espace personnel quand vous l'avez créé et que vous commencez par exemple à constituer un dossier sur le site. Alors, on va maintenant aborder la question du fonctionnement une fois que le PTP est accepté, notamment la question de la prise en charge financière des parcours. Alors, à savoir déjà qu'on va avoir une priorité sur les formations qui se déroulent à temps complet de 12 mois ou 1200 heures s'il s'agit d'une formation à temps partiel. Donc, temps complet sur un an maximum ou 1200 heures qui peuvent s'étaler sur une durée de 3 ans maximum. Donc, si je fais une formation de 1200 heures à temps partiel et que j'ai 600 heures en 2022 et 600 heures en 2023, la prise en charge peut s'étaler sur toute cette amplitude-là. Au niveau des règles générales de prise en charge, on va distinguer donc le poste qui concerne les frais pédagogiques. Donc là, on va avoir des règles de prise en charge assez confortables malgré tout, puisque en gros, on va pouvoir financer un coût de formation de 18 000 € hors taxe maximum. Par contre, si la formation, par exemple, coûte 5 000 € au total, mais qu'elle dure 2 jours, on peut considérer que c'est relativement cher. Du coup, on a quand même aussi une règle qui concerne le taux horaire de la formation. Et à ce moment-là, on a un plafond à 27,45 € de l'heure maximum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais vous aviez des coûts pédagogiques qui sont supérieurs à cela, ça n'empêche pas de formuler une demande. Par contre, notre prise en charge s'arrêtera à ces plafonds-là, ce qui suppose qu'il y aurait potentiellement du reste à charge pour vous. En termes de rémunération, là aussi, on va avoir des plafonds en quelque sorte. Alors, dans la majorité des cas, on est plutôt sur une prise en charge de la rémunération à 100%, sauf si la rémunération du bénéficiaire, du demandeur, est supérieure à 2 fois le SMIC mensuel. Alors, le maintien de la rémunération concerne à la fois les périodes, on va dire, théoriques, les périodes en centre de formation, et elle concerne aussi toutes les périodes, on peut appeler les périodes d'application en entreprise, les périodes de stage en entreprise, si ces périodes de stage sont obligatoires pour la validation de la certification visée, et si ces stages se déroulent en dehors de l'entreprise d'origine du salarié. Si je suis en CDI, je reprends une formation en PTP et que j'ai la possibilité de faire mon stage au sein de l'entreprise qui m'emploie actuellement, là, le maintien de la rémunération sera assuré obligatoirement par votre employeur, pas par Transition Pro. Alors globalement, quand on prend en charge la rémunération pour du PTP CDI, c'est bien toujours votre employeur qui vous verse votre rémunération et vous fait votre bulletin de salaire. Et on fonctionne sur un principe de remboursement de l'employeur, de votre salaire, des charges patronales, de l'ensemble des charges, pour qu'au bout du compte, ça ne coûte rien à l'employeur. La situation va être différente pour des publics CDD, où là, en fait, on va se substituer à l'employeur et verser une rémunération en direct après le contrat CDD. La formation se déroule après le contrat CDD. Il y a également un élément sur lequel on peut intervenir, c'est ce qu'on appelle les frais annexes ou l'aide à la mobilité. C'est en fait un forfait qui peut vous être attribué pour donner un coup de pouce sur les frais périphériques, ce qui peut concerner le déplacement, l'hébergement. Et donc là, on va être sur une prise en charge forfaitaire, c'est pas sur une base de frais réels. Et en fait, on va simplement regarder quelle distance qui détermine le forfait, en fait, c'est la différence kilométrique entre votre lieu de domicile, votre lieu de travail, votre lieu de domicile et votre lieu de formation. Donc, plus vous faites de kilomètres supplémentaires pour aller sur le lieu de formation que ce que vous faites habituellement pour aller sur votre lieu de travail, plus le forfait peut être important. Alors, je crois voir que dans le chat, il y a peut-être des réactions.
Alors, Béatrice, quelles sont les conditions d'ancienneté pour les intérimaires? Alors, on a des conditions d'ancienneté effectivement pour les intérimaires qui représentent un volume d'heures global. Alors le chiffre est plus, comment dire, les conditions sont un peu plus précises sur les intérimaires. Toujours est-il qu'il faut avoir un volume d'activité sur les 18 derniers mois qui représente l'équivalent d'un volume horaire de travail à temps plein. Sauf qu'on n'est pas sur un temps plein sur 12 mois, mais sur 18 mois. Donc en gros, il faut avoir assuré des missions intérimaires, l'équivalent d'un an de mission intérimaire, mais sur les 18 derniers mois. Donc oui, il y a des conditions spécifiques, il y en a d'autres qui peuvent venir compléter ça. N'hésitez pas, comme je le disais aussi, vous pouvez, sur le site Transition Pro Grand Est, aller voir dans la rubrique Nos dispositifs PTP, qui est concerné. Et dans cette rubrique, vous allez retrouver vraiment le détail complet des conditions d'ancienneté requises, notamment pour intérimaires et intermittents du spectacle, où là, il y a des notions de calcul de durée d'activité en fonction des missions réalisées. Dans le PowerPoint que vous pourrez avoir à votre disposition, vous aurez l'ensemble des coordonnées de Transition Pro Grand Est et également notre site internet. N'hésitez pas à vous y rendre, effectivement. Je vois également une question de Julie. On peut donc constituer le dossier sans savoir si refus ou accord de l'employeur? En soi, on pourrait tout à fait démarrer un dossier depuis le site internet Transition Pro Grand Est, comme je l'évoquais auparavant, sans forcément avoir immédiatement la réponse de l'employeur. On peut l'anticiper. Ça n'a pas de conséquences particulières, sinon peut-être de prendre du temps sur un dossier qui peut-être ne pourra pas avancer si l'employeur ne donne pas son accord sur l'absence. En tout cas, il est tout à fait possible de démarrer à constituer sa demande sans être encore sûr de la réponse de l'employeur. Oui. Alors, les demandes de projets de transition professionnelle sont instruites, c'est-à-dire qu'on va préparer le calcul du financement du dossier selon les critères qui viennent d'être présentés juste avant. Et ensuite, ce dossier va être présenté et examiné à la commission d'examen, donc commission paritaire, comme Julie vous le disait en introduction. Il va y avoir en fait 3 éléments clés dans l'analyse de la demande qui va être soumise à la commission. Déjà, tout ce qui concerne bien entendu le projet professionnel du demandeur, du salarié, les priorités et une question de budget. C'est les 3 éléments importants. Alors, quand on parle de projet du salarié, ce à quoi la commission va être attentive, c'est la cohérence du projet de transition professionnelle. Donc, c'est simplement pouvoir argumenter, expliquer les raisons du changement et en quoi le changement visé va répondre à vos attentes. Ensuite, ils vont être attentifs à la pertinence du parcours de formation, tout simplement dans l'idée de se dire, est-ce que le parcours de formation choisi est le plus pertinent, le plus adapté pour atteindre l'objectif professionnel que vous avez annoncé juste avant. Et ils vont aussi être attentifs à la question des modalités de financement envisagées, à savoir, est-ce que le projet de transition professionnelle est a priori le mode de financement le plus adapté par rapport au parcours et au projet professionnel visé. Et enfin, ils vont être attentifs à la question des perspectives, c'est-à-dire à la mise en œuvre concrète, à ce qui se passera après la formation et aux pistes que vous pourriez déjà avoir et aux éléments qui peuvent vous rassurer sur le fait de donner vie au projet au-delà de la formation que vous aurez réalisée. Pour les priorités, on fera un petit focus plus précis juste après, à savoir tout simplement qu'il y a en fait un ensemble de critères, des critères qui sont nationaux, d'autres qui sont vraiment régionaux, puisqu'il faut prendre en compte les dynamiques économiques régionales, j'allais dire locales, mais c'est la même chose presque. Par exemple, on va prendre en compte le niveau de qualification de la personne qui demande une prise en charge, la taille de l'entreprise, la nature du contrat, justement, des contrats courts peuvent gagner en quelque sorte des points de priorité par rapport à des contrats qu'on dit non précaires en quelque sorte. Et enfin, un élément qui n'est pas négligeable du tout, c'est que de toute manière, le budget disponible à Transition Pro Grand Est
ne permet pas de financer l'intégralité des demandes que nous pouvons recevoir aujourd'hui. Donc, ce qui va aussi peser dans la balance au moment de la prise de décision, et bien entendu, cet aspect-là, qu'est-ce qu'on peut financer avec les moyens qui sont les nôtres. Ensuite, donc, pour revenir un petit peu plus en détail sur la question des priorités, on va avoir 3 types de priorités qu'on peut catégoriser comme vous le voyez à l'écran. Donc, des priorités relatives au public. Je le disais un peu avant, c'est le niveau de qualification. Donc, moins je suis qualifié et plus je peux avoir, entre guillemets, de points de priorité en quelque sorte sur mon dossier. Si j'ai une reconnaissance d'inaptitude ou une reconnaissance de handicap avérée, ça peut jouer en ma faveur. La taille de l'entreprise peut jouer en ma faveur. Il va y avoir des priorités liées au projet de formation. Donc, la question de la durée de la formation. On parle de formation courte. Donc, quand on dit formation courte, c'est le respecter le maximum de 12 mois permet finalement de gagner en quelque sorte des points de priorité parce qu'on aura la garantie que l'intégralité du parcours pourra être pris en charge dans le cadre du dispositif du PTP. Le fait qu'on soit bien effectivement sur une formation certifiante, le fait qu'il y ait une ingénierie de formation. Alors, qu'est-ce qu'on entend par là? Par ingénierie de formation, il faut entendre des questions d'adaptation du parcours de formation par l'organisme de formation. C'est-à-dire, est-ce que l'organisme de formation a pris le temps d'analyser un peu mon parcours, mon profil, mes expériences et ce qui pourrait le conduire à proposer soit par exemple une réduction du parcours de formation parce que j'ai déjà des compétences qui seraient inutiles de me faire revoir, soit au contraire adapter la formation pour peut-être favoriser mes chances d'accéder à la certification en fin de parcours. Et puis, il va y avoir aussi une notion, par exemple, de cofinancement. C'est-à-dire que si je formule une demande et qu'à ma demande s'adjoint une prise en charge d'un organisme tiers, par exemple de mon entreprise, là, à ce moment-là, ça peut jouer aussi en faveur de ma demande. Et puis enfin, il va y avoir des priorités relatives à l'emploi occupé ou visé. Donc là, on revient à la question des dynamiques régionales au niveau de l'emploi et de se dire, si aujourd'hui j'ai un projet et que mon objectif est plutôt de prendre un emploi ici en Grand Est, ce qui n'empêche pas aussi, par exemple, d'avoir un projet dans une autre région, c'est de se dire, est-ce que dans la région en question, en Grand Est ou ailleurs, il s'agit d'un secteur qui recrute? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis dans un emploi que j'occupe qui est plutôt dans un secteur qu'on peut considérer comme fragilisé ou en déclin, en perte de vitesse? Et puis, j'ai déjà dit auparavant, les contrats précaires aussi vont gagner en quelque sorte des points de priorité par rapport à d'autres. Je vois qu'il y a peut-être encore une question dans le chat. Il y a une question, si on parle budget, y a-t-il des périodes plus favorables pour le financement? Début d'année? Point d'interrogation. Alors, c'est une bonne question. C'est une question qui revient très souvent. Alors, on a une gestion au niveau du budget qui, justement, permet d'éviter cette situation-là qui serait vraiment pas confortable, de se dire, en gros, si on reçoit toutes les demandes en début d'année, on peut tous partir en vacances à partir du mois de mars et on aura épuisé tout le budget de Transition Pro Grand Est. Ça pourrait être sympa pour nous, mais c'est pas comme ça que ça marche. En gros, il y a une répartition mois par mois, par enveloppe, du budget disponible, du budget annuel disponible. Et la répartition des enveloppes se fait aussi au regard du volume de dossiers auquel on peut s'attendre. C'est-à-dire que chaque année, on sait à peu près à quel volume de dossiers on peut s'attendre mois par mois. Pour prendre un exemple, on sait clairement que beaucoup de formations vont débuter sur des périodes scolaires, c'est-à-dire avec des rentrées souvent en septembre, octobre, ce qui correspond aux dossiers qui sont étudiés en commission au mois de juillet. Et donc forcément, l'enveloppe budgétaire de la commission de juillet sera proportionnellement plus importante par rapport à l'enveloppe budgétaire pour les formations qui démarreraient, je ne sais pas, en mars, ce qui est beaucoup moins fréquent parce que le calendrier des organismes de formation a une influence directe
sur les demandes et sur le volume de dossiers qu'on récupère. Donc, on peut dire qu'en fait, on a un taux d'acceptation qui est stable d'un mois à l'autre, ce qui fait qu'on a autant de chances d'avoir un accord de prise en charge en janvier qu'en décembre. Alors, je vais peut-être juste rajouter, Dimitri, si tu le veux bien, au niveau des priorités, on parle de secteurs qui recrutent. On pourrait se poser la question, mais qu'est-ce que c'est un secteur qui recrute? Donc, vous avez sur le site de Transition Pro, dont vous parlez, Dimitri, tout à l'heure, la possibilité d'aller regarder ce qu'on appelle la liste des métiers porteurs en région. Donc, vous aurez une information concernant les métiers dits prioritaires sur le recrutement. Mais sachez que on n'a pas un regard que régional. On a aussi un regard territorial, c'est-à-dire qu'une personne qui se trouve en Alsace pourrait avoir un métier qui recrute, mais qui ne recrute pas forcément en Champagne-Ardenne, par exemple. La liste des métiers porteurs, soit ce métier paraît dessus, soit il ne paraît pas, mais en tout cas, dès lors où la personne est en capacité de justifier et d'apporter des éléments qui vont alimenter justement l'idée qu'on est bien sur un métier qui recrute sur son territoire, sur son secteur, voire même avec, pourquoi pas, une promesse d'embauche à la clé, sont des arguments qui viendront alimenter votre dossier de demande de PTP. Voilà. Et au même titre pour les secteurs en déclin. Alors à présent, un point sur le dispositif démissionnaire, donc dans le même esprit que ce qu'on vient de voir sur le projet de transition professionnelle. De quoi s'agit-il? Quels objectifs? Quel fonctionnement? Je vous propose qu'on s'attarde un petit peu sur ce dispositif. Donc le principe tout simplement du dispositif démissionnaire, c'est la possibilité, ça ouvre la possibilité de démissionner tout en conservant la possibilité de prétendre à une allocation retour à l'emploi, donc au chômage, tout simplement. Là aussi, comme pour le PTP, on va avoir des critères d'éligibilité. Donc, le dispositif démissionnaire est accessible aux salariés du secteur privé en CDI qui doivent justifier de 5 ans d'activité professionnelle au cours des 60 derniers mois et avec 2 objectifs possibles derrière le dispositif démissionnaire. Un qui concerne une reconversion qui nécessite le passage par une formation, ou un objectif de création ou reprise d'entreprise. Et là, pour ce qui est du démissionnaire pour projet de création ou reprise d'entreprise, il n'est pas obligatoire d'avoir un besoin de formation. Ça fait une différence entre les deux. Dans le premier cas, reconversion avec formation. Dans l'autre, projet de création qui ne nécessite pas forcément une formation. Alors, je vois rapidement, il y a une question, Transition Pro est un peu l'ancien FONGECIF. On peut dire oui, un Absolument. peu. Effectivement, Transition Pro, c'est la transformation, on va dire, l'évolution du FONGECIF vers une nouvelle version. Alors, quelques précisions pour revenir donc sur le dispositif démissionnaire. Le rôle de Transition Pro vis-à-vis du dispositif démissionnaire, c'est l'étude du projet annoncé par le demandeur. C'est-à-dire soit le projet, encore une fois, de reconversion avec formation, soit le projet de création ou reprise d'entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le dispositif démissionnaire n'est pas un dispositif de financement comme on a pu le voir avec le projet de transition professionnelle. La transition pro Grand Est n'aura pas de financement, ne proposera pas de financement du projet lui-même. Donc on étudie le caractère réel et sérieux des projets qui vont être présentés. À savoir aussi, et ça c'est important, qu'il y a une chronologie importante à respecter pour mettre en œuvre le dispositif démissionnaire. Et avant de faire quoi que ce soit, la première chose à faire, c'est de contacter Catherine Fayard ou tout autre conseiller en évolution professionnelle, parce que voilà, elle va être sinon un peu débordée à la PEC. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de suivi par un CEP, de contact CEP, avant toute chose. Le CEP étant là justement pour à la fois comment dire, accompagner à l'élaboration du projet, peu importe le stade où il en est,
vérifier potentiellement aussi les conditions d'ancienneté, d'éligibilité pour prétendre à ce dispositif. Et on va avoir aussi une chronologie importante, c'est que la première étape va être la prise de contact avec le CEP. Ensuite, on va pouvoir formuler son dossier auprès de Transition Pro pour que l'attestation de caractère réel et sérieux, on le souhaite, soit délivrée. On recommande plutôt d'attendre d'obtenir cette attestation de la part de Transition Pro avant de démissionner de son entreprise. Et une fois qu'on a démissionné de son entreprise, on peut s'inscrire à Pôle emploi, y aller avec cette fameuse attestation, ce qui fait que Pôle emploi va automatiquement vous intégrer en quelque sorte dans une démission dans le cadre de ce dispositif et pourra donc valider l'attribution d'une allocation chômage. Et il va y avoir un suivi par Pôle emploi qui va aussi s'assurer que vous mettez bien en œuvre le projet qui a été annoncé et qui a fait l'objet de l'attestation de caractère réel et sérieux de Transition Pro, donc soit la reconversion avec formation, soit la création ou reprise d'entreprise. Et là, si vous avez par exemple un projet de reconversion avec formation, il est possible de voir avec Pôle emploi si et quelles aides seraient possibles pour réaliser la formation. Là, c'est Pôle emploi qui reprend la main sur cette partie-là également, que ce soit pour le financement de la formation par Pôle emploi ou par la région. En tout cas, c'est eux qui vont après reprendre un rôle, on va dire, potentiellement de financeur sur le parcours. Donc voilà pour les principales précisions sur le dispositif démissionnaire. Je vois là encore une question, donc pas de carence de 4 mois comme sur une démission. Non, effectivement, hein, le principe du dispositif démissionnaire, c'est aussi ça, entre guillemets, l'avantage, c'est que à partir du moment où l'attestation de caractère réel et sérieux est présentée au moment où vous allez vous inscrire à Pôle emploi, en gros, il n'y a pas de délai de carence pour l'attribution de l'allocation retour à l'emploi. Alors, on va passer au projet de transition collective, mais je voulais peut-être juste ressouligner avant l'importance de bien contacter son conseiller en évolution professionnelle en amont du projet et de ne surtout pas poser sa démission avant d'entreprendre les démarches, parce que c'est souvent une question qui nous est posée, mais quand elle nous est posée, c'est « je viens de démissionner, est-ce que je peux prétendre au dispositif de démissionnaire ?» Donc, il faut vraiment bien avoir en tête cette chronologie, et c'est pour ça que je me permettais effectivement de le ressouligner. Donc, transition collective. Transition collective, c'est le dernier dispositif venu au sein de Transition Pro. Alors là, on a une particularité, je vais vous la dire avant même de vous présenter le dispositif, c'est que le PTP, c'est un dispositif à la main du salarié dans le cadre d'une transition professionnelle. Le dispositif de transition collective, c'est à destination du salarié, mais qui est activable par l'employeur. Voilà. Donc ça, c'est assez important aussi de l'avoir en tête. Donc, transition collective, c'est quoi? Il faut savoir que sur un même territoire, on fait un constat qui est de se dire que sur un même territoire, on a des emplois qui sont fragilisés, bien souvent suite à des mutations économiques, et on a également des entreprises qui sont confrontées à des difficultés de recrutement, qui recherchent des compétences. Et là, on s'est dit, sur un même territoire, tout ça s'est accentué par la crise sanitaire, par les mutations économiques sur le marché du travail. Comment pourrait-on faire l'interface? Et donc, la réponse, c'est transition collective. Transition collective, c'est l'État qui va allouer une enveloppe de 500 millions d'euros au niveau national pour financer des parcours de reconversion de salariés qui sont sur un métier dit fragilisé et qui voudraient se rendre sur un métier porteur sur leur bassin de vie. On a un triple intérêt. Là, on voit un double intérêt, mais on a un triple intérêt dans le cadre de transition collective. Le premier intérêt, c'est pour l'entreprise. L'entreprise, dans le cadre du dispositif de transition collective, va être accompagnée à faire face à des mutations économiques, à également retrouver une perspective d'emploi, de trésorerie, pardon, parce que son salarié va partir en formation et au même titre que le PTP, parce qu'il faut savoir que le dispositif de transition collective s'adosse à la réglementation du PTP.
Donc, le salarié va partir en formation et l'entreprise sera remboursée des frais qui seraient impactants pour son salarié. Et il va aussi avoir une démarche responsable qui est celle de protéger son salarié dont l'emploi est menacé, tout en bénéficiant d'un cadre qui est totalement sécurisé. Le deuxième avantage, il est pour le salarié. Il va rester acteur de son parcours professionnel. Il va pouvoir développer ses compétences et également son employabilité. Et à la différence du projet de transition professionnelle, on aura donc une formation prise en charge, mais également le maintien de son compte personnel de formation. Dans le cadre du projet de transition professionnelle, le compte personnel de formation est impacté par la démarche du salarié, ce qui n'est pas le cas dans le cadre du dispositif de transition collective. Et le dernier intérêt, finalement, c'est pour le territoire. Parce que le territoire, au lieu de voir une fuite de ses compétences parce qu'on est face à des métiers fragilisés, si on reste sur ce même territoire, on est sur un maintien de compétences. On va vraiment garder les compétences au sein du territoire. Donc voilà pour l'intérêt au niveau du dispositif. Ici, on va vous poser également les conditions d'éligibilité. Donc il faut savoir que pour pouvoir entrer dans la démarche des transitions collectives, le salarié doit occuper un emploi dit fragilisé. Fragilisé, oui, mais l'entreprise ne doit pas être concernée par un PSE. Ça, c'est la seule information qu'il est important d'avoir en tête. Une fois que le salarié est sur son emploi fragilisé, son employeur va mettre en place un accord de GEPP, de gestion des emplois et parcours professionnels. L'idée, c'est de pouvoir mettre dans ce document officiel une liste des métiers fragilisés. C'est valable ça pour les entreprises de plus de 300 salariés, mais pour une entreprise de moins de 300 salariés, la démarche est la même, sauf qu'au lieu de mettre en place un accord de GEPP, ils vont simplement formaliser une liste des métiers fragilisés qui devra passer devant le CSE pour pouvoir être validé. Ensuite, le salarié doit vouloir s'orienter vers un métier porteur. Ça, c'est essentiel pour pouvoir entrer dans la démarche. Donc là, je vous fais un petit rappel sur la liste des métiers porteurs dont je vous parlais tout à l'heure, qui est accessible. Vous aurez également le lien sur le PowerPoint. Et donc, cette liste, elle est évolutive et au même titre que pour le PTP, dès lors où le salarié est en capacité d'argumenter le fait que son choix d'orientation est bien porteur, il peut passer en commission. Dans le cas des transco, il y a également l'obligation, comme pour le démissionnaire, d'être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle tout au long du parcours. Et encore une fois, comme le PTP, il doit suivre une formation qui est enregistrée au répertoire national, comme vous le disiez Dimitri, ou au répertoire spécifique. La petite particularité, cependant, c'est que rapport au PTP qui se déroule sur une formation pouvant aller jusqu'à 12 mois, dans le cas des transitions collectives, ce sont des formations pouvant aller jusqu'à 24 mois et c'est une ou plusieurs formations. Donc voilà pour l'ensemble des conditions d'éligibilité dans le cadre des transitions collectives. On va passer à la slide suivante. Donc voilà, si on devait schématiquement retracer les différentes étapes dans le cadre de transition collective, la première étape, c'est l'employeur. L'employeur qui va entamer un dialogue social au sein de son entreprise et mettre en place un accord de GEPP avec cette fameuse liste des métiers fragilisés. Ensuite, les salariés qui sont concernés par ces emplois fragilisés vont avoir accès à une information collective qui sera co-animée en binôme avec les opérateurs du CEP et nous. On va les informer sur quelles sont les différentes possibilités qui s'offrent à eux et puis par qui ils peuvent être accompagnés. C'est important. Mais quoi qu'il arrive, après cette information collective, ils seront libres de choisir ou non d'entrer dans la démarche. Ils vont devoir prendre un rendez-vous avec le conseiller en évolution professionnelle. Ensuite, ils seront accompagnés sur la création de leur demande de prise en charge. Sur le site, ça se passe exactement de la même façon que Dimitri vous les a présentés au niveau du PTP. On ouvre son espace personnel, on remplit les différents formulaires, que ce soit le salarié, l'organisme de formation ou l'employeur. Et ensuite,
on va avoir un passage en commission de ce dossier. Au même titre que le PTP, possibilité d'être accepté, refusé, reporté. Dès lors où votre dossier est validé, le salarié va pouvoir débuter son parcours de formation. L'employeur va percevoir de la part de Transition Pro le remboursement de la rémunération du salarié et à la fin de la formation, le salarié pourra faire une rupture de son contrat de travail avec son employeur actuel et se rendre vers son métier porteur, en tout cas dans le meilleur des cas. Il faut savoir que le salarié, à tout moment de son parcours de formation ou à la fin du parcours de formation, s'il ne souhaite pas, pour une raison X ou Y, aller au bout de la démarche et s'orienter vers un métier porteur, il aura la possibilité de réintégrer son poste ou un poste équivalent au sein de l'entreprise initiale. Voilà pour les démarches. On va passer peut-être à la slide suivante. Voilà, donc en quelques mots, l'État prend en charge, au même titre que le PTP, la rémunération du salarié, le coût de la formation jusqu'à 24 mois ou 2400 heures, comme vous l'expliquez Dimitri, et également les frais annexes. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble du détail, tout ça vous a déjà été présenté, mais simplement pour vous dire également que cette prise en charge, elle sera dégressive en fonction de la taille de l'entreprise. Si vous êtes sur une entreprise de moins de 300 salariés, on aura une prise en charge à 100% de l'ensemble des frais, 75% pour les entreprises de 300 à 1000, et pour les plus de 1000 salariés, on est sur du 40%. Voilà. Je vois la question dans le chat qui porte sur le PTP, donc non pas la transition collective. Effectivement, c'est une différence entre le dispositif transition collective et le PTP qui a été présenté avant. Pour le projet de transition professionnelle, effectivement, un dossier égale une certification. Donc, je ne peux demander qu'un diplôme à la fois par dossier. Contrairement, effectivement, à transition collective, où il peut y avoir plusieurs certifications, plusieurs diplômes demandés dans un seul et même dossier. Tout à fait. Donc, il faut savoir qu'on a une nouveauté qui est apparue là en tout début d'année, qui est de se dire que dans le cas des transitions collectives, dès lors où vous allez faire le choix d'une formation qui est inférieure ou égale à 12 mois, l'ensemble de la prise en charge dégressive dont je vous parlais s'appliquera. Si vous faites le choix d'aller sur une formation supérieure à 12 mois, à ce moment-là, la prise en charge va être majorée. Donc, on est toujours sur du 100% pour les entreprises de moins de 300 salariés. Mais pour une entreprise de 300 à 1000 salariés, on sera sur une prise en charge cette fois-ci de 90% et également 70% pour les entreprises de plus de 1000 salariés. On a également une nouvelle nouveauté dans le cadre de transition collective qui est de se dire qu'une entreprise qui met en place un accord collectif dans lequel il donne la possibilité à ses salariés d'ouvrir au congé de mobilité, ils peuvent entrer dans le dispositif de transition collective et ces mêmes informations, ce barème concerne uniquement les coûts de formation dans le cas de Transco, congé mobilité. Voilà. Donc, on peut, voilà, on reste à votre écoute, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à nous faire part des différentes questions. Peut-être que tu avais un petit mot à ajouter, Dimitri? Je ne sais pas si, effectivement, n'hésitez pas là, si vous avez besoin de précision ou certaines questions complémentaires sur les dispositifs qu'on vous a présentés. Alors effectivement, hein, pour résumer, en termes de dispositifs en tant que tel, voilà, le cœur d'activité de Transition Pro va bien tourner autour du projet de transition professionnelle, du dispositif démissionnaire, mais avec uniquement cette dimension d'étude, d'analyse du projet sans rôle financier, et transition collective, où on reprend un rôle de financeur, et notamment pour répondre aux dynamiques et aux mutations rapides du marché de l'emploi actuel. Je vois que Catherine est revenue avec nous. Effectivement, j'avais été éjectée quelque temps.
C'est pas. Mais je continue à voir, hein, donc j'avais toujours le son et l'image, mais je n'apparaissais plus. Donc, Donc, est-ce que pour vous, vous avez donc fini de présenter ces 3 dispositifs? En tout cas, je vous Oui. remercie, hein, pour ces informations éclairantes. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, APEC. Donc, si vous souhaitez être accompagné effectivement dans le projet dans le conseil en évolution professionnelle, que ça soit dans l'élaboration du projet, que ça soit dans la recherche d'une formation ou la réflexion autour du financement. Donc, n'hésitez pas à nous joindre, à aller sur les différents sites donc, de Transition Pro et de l'APEC.fr. Je ne sais pas si d'autres questions, je ne vois rien dans le chat. Non, pas de questions complémentaires. Bien, je pense que si Dimitri et vous n'avez rien d'autre à ajouter, on va pouvoir, je pense, clôturer notre webinaire. Il y a une question dans le chat. J'ai raté quelque chose où le lien vers les métiers porteurs n'a pas été donné. Ah. Alors, effectivement, vous allez pouvoir le retrouver directement sur le replay. Il se trouve dans le document directement, donc vous pourrez y aller directement. Sinon, vous rendre sur le site de Transition Pro Grand Est au choix, soit sur la partie PTP, soit sur la partie transition collective, et vous retrouverez effectivement le lien de la liste des métiers porteurs. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Hein, donc, juste des retours sur la clarté de vos présentations. Donc, merci à vous deux. Merci à toi, Catherine, pour cette invitation, cette collaboration. Et puis, merci aux participants pour votre attention et vos interactions. Merci beaucoup. Merci, on vous dit à bientôt. Donc, bonne continuation à tous. Merci. Au revoir.